cède la parole à Kevin Johnson, puis je vous souhaite une très, très bonne séance. Merci. Merci, Véronique. Bonjour à tous et à toutes. Content de vous rencontrer virtuellement aujourd'hui. Donc, Kevin Johnson, non seulement enseignant, prof dans le programme d'MBA, mais aussi son directeur académique. Donc, je vais prendre le temps de vous parler des grandes lignes de ce programme duquel on est particulièrement fiers. En passant, on vient tout juste d'apprendre, c'est tout juste public, que le programme est classé maintenant deuxième au pays par la liste Bloomberg Business Week. Donc, une grande réussite pour ce programme que vous connaissez donc à HEC. Programme qu'on aime beaucoup. Déjà, première deux questions. On pourrait bien parler du contenu. Parlons au départ du mode de livraison, probablement des quelques questions chaudes actuellement à ce niveau-là. Donc, 2 parcours dans le programme, temps plein et temps partiel. D'entrée de jeu, on a toujours eu ces 2 modalités-là. Ici, le temps plein, avoir français ou anglais, en même temps en présentiel. Donc, le programme MBA est fait d'une certaine façon où, oui, bien entendu, il y a des cours, mais on prend pour acquis que ce ne sont pas seulement les cours qui font le succès et qui font toute l'importance de faire un MBA à HEC, c'est aussi l'expérience et le réseautage et la création d'une cohorte, donc entre chacun qui auront été sélectionnés dans le programme. Donc, pour nous, le présentiel au temps plein est important. Au temps partiel, on aura aussi beaucoup de présence de présentiel. Donc, pour l'automne 2022, où on vous demandera de voir, encore une fois, vous savez, la pandémie étant ce qu'elle est, les choses peuvent changer. Pour l'instant, on prévoit avoir 2 modalités pour le temps partiel, soit le 100% présentiel, et on rentrera dans les détails éventuellement si vous voulez. Et la deuxième option sera un mode hybride, soit avec des soirs de semaine à distance pour l'instant, et les samedis, un samedi par mois, en présentiel, plus autres activités d'intégration, telles des projets de consultation. Vous verrez, il y a des stages et des exercices à faire qui, eux, seront en présentiel. Donc, sur ça, je passe la parole à Anne-Éclot, ici, directrice du programme aussi. Bonjour, donc c'est tout à fait pertinent. On rentre dans les modalités de la livraison de notre programme. Donc, on a souvent la question lors des séances d'information, quel est l'investissement de temps dans le programme? Et Sophie et Laurent, on va en profiter pour parler de ça avec vous. Vous étiez tous les 2 impliqués en plus, donc ça peut influencer un peu le temps qu'on investit dans le programme. Le temps plein, il s'agit d'environ 15 heures de cours par semaine, mais ce n'est que le début. Alors, ce n'est pas un programme qui se résume par 3 heures de cours par semaine, mais plutôt un investissement de temps qui tourne autour de 30 pour les petites semaines à 60 heures par semaine dans les grosses semaines, c'est-à-dire des semaines de livrables, par exemple, ou même d'implication au niveau des activités à l'extérieur des cours, c'est-à-dire des compétitions de cas, l'implication dans l'association étudiante, etc., etc. Pour le temps partiel, en ce moment, la modalité, c'est 2 soirs par semaine, les lundis et les jeudis, et un samedi à peu près par mois. Parfois, ça peut être jusqu'à 2 samedis par mois, tout dépendamment de l'horaire. Et un investissement de temps qui se résume à 15 heures dans une petite semaine, jusqu'à peu près 30 heures par semaine dans les semaines de livrables et autres pour le temps partiel. Et l'important pour le temps partiel aussi, Sophie, tu pourras en parler un petit peu plus tard, c'est que c'est pas juste l'investissement de temps pour les cours, mais c'est aussi des réunions d'équipe, c'est des lectures. Ce sont en fait une variété d'activités qui représentent l'investissement de temps. Et finalement, c'est aussi sur une période à temps partiel de 2 ans sans trop de vacances. Alors, on va avoir une période de pause à l'hiver, au temps des fêtes, 3 semaines environ. Et l'été, ce n'est pas des trimestres d'été comme on peut connaître à l'université dans d'autres programmes. On ne parle pas ici d'un été qui dure 4 mois, mais plutôt un été qui dure environ 2 à 3 semaines. Donc, c'est 24 mois seulement, mais un 24 mois assez achalandé. Alors, très important, ces modalités-là. Je sais que c'est une question qu'on reçoit dès le début des présentations. Quel est l'investissement de temps? Mais un investissement avec beaucoup de retours. Sophie ou Laurent, si vous souhaitez nous donner un petit peu plus de détails, je vais commencer avec toi, Sophie, sur l'investissement de temps pour le programme. Oui, bien, c'est ce que je vois à l'écran, ça me semble assez réaliste, là, donc c'est assez représentatif, mais
tu sais, je dois avouer que je ne calculais pas nécessairement mes heures, là, donc c'est vraiment un projet dans lequel on s'investit. Puis tant qu'à s'investir dans le projet, moi, je pense qu'il vaut la peine de le faire pour de vrai puis de s'impliquer corps et âme. Donc, c'est beaucoup de logistique, mais on prend le rythme, là, c'est faisable. Moi, j'avais la chance. J'ai pas de famille, fait que c'est peut-être un peu plus facile à gérer, mais on avait des parents aussi qui conciliaient un emploi à temps plein, la famille, les cours, et tout le monde a survécu, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Puis je pense que, au contraire, moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est quand j'ai fini le programme, de me retrouver avec un horaire allégé. Ça, j'ai trouvé ça vraiment déstabilisant. Donc, soyez rassurés, là, c'est un défi, mais c'est très réaliste. Puis je trouve que concilier cet apprentissage-là, en fait, ces heures de cours-là, de travaux, de réunions d'équipe, c'est un apprentissage en soi en termes de priorisation de l'horaire, puis en termes de gestion du temps, là. Donc, voilà, pour ma part. C'est super, mais c'est tout à fait ça, hein? Ça fait partie de l'apprentissage, finalement, gérer tout ça en même temps. Et Laurent, je t'ai vu dans la discussion, mais je ne vois pas ton image. Tu es avec nous pour répondre à la question? Salut, oui, je suis là. Salut, Annick. Salut. Est-ce que vous me voyez? Oui, maintenant, oui. OK. Bon, merveilleux. D'abord, merci de nous avoir invités. Ça me fait plaisir de vous voir. Moi, je l'ai fait à temps plein. L'investissement en temps, mon Dieu, il est infini si vous souhaitez qu'il soit infini au sens où, tu sais, oui, il est possible de s'en tirer avec un vrai temps plein autour de 40-45 heures semaine, mais c'est possible de s'impliquer aussi à d'autres niveaux, que ce soit au niveau de l'association, que ce soit directement avec les professeurs aussi, que ce soit avec les entreprises qui gravitent autour du MBA. Donc, tu sais, il y a de quoi s'occuper longtemps. Mais si vous voulez avoir une idée de... Tu sais, moi, au début, je pensais pouvoir continuer à travailler et faire le temps plein. Annick et moi, on avait eu de longues conversations à ce propos avant de commencer le programme. Ça s'est arrêté assez rapidement en ce qui me concernait. C'était pas possible. Je continuais à travailler le week-end, puis j'ai commencé le programme en mai. En novembre, c'était fini. Puis la deuxième portion du programme, je me suis consacré à faire le MBA. Donc, oui, c'est un de vrai temps plein. C'est l'équivalent du travail que vous avez en ce moment. Parfait, merci. Donc, j'ai vu une question rentrer. Est-ce que le temps plein, c'est possible de le faire avec une famille? J'aime souvent faire la blague que j'ai débuté le programme à temps plein avec 2 enfants et un mari et terminé avec ma famille intacte. Alors oui, tout à fait, c'est faisable de faire le programme avec des enfants. Mais c'est sûr que c'est un projet aussi où on va faire appel aux gens qui nous entourent pour nous appuyer à l'intérieur de ces études-là. Parce que c'est bien plus qu'une série de cours, mais plus une expérience de vie. Donc, si on veut plonger et le vivre à fond, on doit mobiliser tous les gens autour de nous pour nous aider dans ce processus-là. Alors, on passe au prochain. Annick, si tu permets, pour les familles aussi, l'année prochaine, dans le centre, si on a l'édifice centre-ville, vous savez, les projets de construction, bon, qui sait sur les dates de tombée. Il y aura un halte garderie aussi pour les parents qui auraient besoin dans les semaines de livrables pour aider à soutenir. Donc, HEC s'engage beaucoup à soutenir familles avec jeunes enfants, particulièrement au programme dans ce point-là. Et après, surtout comme Laurent disait, hein, le programme, notre but, c'est de créer le plus d'opportunités possibles. Vous l'avez dit, hein, vous venez chercher peut-être le côté accélérateur de carrière. Ben, on vous lance des opportunités, puis il y en a plus que pour 24 heures par jour, c'est sûr et certain. Donc, le but, c'est de couvrir tous les intérêts, les engagements et les possibilités de chacun, temps plein, temps partiel. Donc, je pense que vous pouvez occuper plus que 24 heures dans une journée si vous preniez tout, là, certainement. Donc, le menu est dressé, à vous après de décider qu'est-ce que vous voulez en faire. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, je me lance sur le côté plutôt académique de la chose. Hein. Qu'est-ce qu'on va y apprendre? Après, on aime dire que ce ne sont pas que des cours, mais après tout, il y a des cours en plein cœur. Hein. Donc, 3 grandes phases académiques, pédagogiques dans le programme. Premièrement, quels sont les fondements? Donc, des cours obligatoires, des cours qui sont typiques dans lesquels tout le monde y passe. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des cours aussi où on va créer un esprit de cohorte. Donc, oui, ils sont obligatoires. Il n'y a pas de choix de cours à ce niveau-ci. Mais, par contre, c'est là où vous avez l'opportunité de découvrir les gens qui sont autour de vous. À mon avis, on apprend autant, au moins, des collègues étudiants avec qui on passe à travers un programme comme celui-là. Donc, vous avez ces opportunités déjà dès les premiers cours. Deuxième grande étape,
les cours au choix, développer ses compétences personnelles, faire ses choix de spécialisation. MBA, le but, c'est d'ouvrir beaucoup d'horizons, d'être capable d'ouvrir plusieurs perspectives, plusieurs langages, plusieurs modes de traduction, être capable de parler à n'importe qui de business, du monde des affaires, d'être capable d'être compris et de s'y insérer. Après, ça n'empêche pas de faire des choix de spécialisation. Et c'est ici cette deuxième phase de cours au choix. Sur quoi vous voulez approfondir, sur quoi vous voulez mettre plus d'efforts pour aller développer votre profil. Et finalement, projet de consultation, comment mettre à profit son savoir, ses compétences. Le programme se termine, quoiqu'il y a plusieurs activités d'intégration de ce genre-là. Mais à la toute fin, projet de consultation, 8 semaines au temps partiel, 5 semaines au temps plein, où vous êtes lancé chez un vrai client, dans un vrai mandat de conseil, avec une vraie équipe et de vrais échéanciers. Et c'est à vous d'accompagner ce client-là dans une solution qui va répondre à ses enjeux, à ses problèmes d'affaires au bout de la ligne. Donc, juste pour vous dire à quel point on a quand même confiance dans notre programme et surtout dans nos étudiants rendus à la fin, on vous lance chez des clients d'HEC au bout de la ligne. Et c'est à vous d'être les leaders de ces projets. Donc, voici. Pour amener un peu plus de détails, n'hésitez pas si vous avez des questions. L'accueil et la simulation au début, première étape quand même ici. On fait une grande simulation. Hein. Un des premiers points, c'est une simulation où vous êtes, je vois Laurent et Sophie qui sourient, grande simulation où vous découvrez, qui est votre première équipe dans le programme, mais aussi grande simulation de stratégie où vous héritez d'une entreprise, vous héritez de chiffres et de résultats qui sont simulés par ordinateur et vous avez plusieurs jours pour essayer de faire évoluer, de faire valoriser cette entreprise-là en compétition avec les autres équipes au programme. Et ce sont les premiers apprentissages en entrant. Après cette simulation, vous êtes lancé dans le cœur, soit nos quatre modules obligatoires, soit développer le métier et les outils de gestionnaire, que ce soit comprendre la comptabilité jusqu'à des enjeux de leadership. Deuxièmement, les contextes et les concepts d'affaires. C'est là où on va s'ouvrir beaucoup plus sur l'environnement d'affaires, soit le marketing stratégique, par exemple. Sinon, la macroéconomie, comment lire les nouvelles économiques mondiales et quotidiennes. Ensuite, on a création de valeur. On rentre beaucoup plus ici en stratégie. Donc, comment créer la valeur dans nos entreprises, dans nos sociétés, dans nos communautés, dans le monde, en gros. Donc, on ne se résume pas juste à une organisation nécessairement. Et mise en œuvre, donc comment faire atterrir l'ensemble de ces pièces jusqu'à la réalité où on va l'implanter derrière des transformations où l'objectif est au bout de la ligne. Est-ce que vous êtes en mesure d'être des leaders de changement positifs, constructifs dans nos organisations et dans nos sociétés? Ça se termine, ce module obligatoire, sur le défi HEC, écrit en tout petit dans le bas de la page, mais ô combien challengeant comme défi. Ce n'est pas pour rien que c'est un défi. Défi qui est un peu une pratique aussi de mandat de consultation. Une vraie organisation. Ce qui est différent ici, c'est que tout le monde a la même organisation, le même enjeu à répondre. Vous êtes dans des équipes, c'est un autre concours en même temps. Et cette organisation-là est ouverte à recevoir vos propositions, vos problématiques, les enjeux que vous voulez proposer pour résoudre une situation très actuelle et moderne au bout de la ligne. Donc, le défi HEC est ce point tournant qui marque la fin des cours obligatoires. C'est après que vous êtes plutôt libre de passer au cours au choix, où il y a tout un programme et il y a toute une sélection à faire selon vos intérêts, que ce soit plutôt financier, plutôt centré sur les personnes, le leadership, sinon le marketing, à voir. Projet de consultation, j'en ai déjà parlé. Et au bout de la ligne, le cours changé sur se rendre compte jusqu'à quel point est-ce que ce programme a pu changer des choses pour vous et comment vous pouvez changer des choses au bout de la ligne en sortant de ce programme. Donc, j'ai fait rapide. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre, mais c'est le modèle dans lequel on vous accueille à HEC. Peut-être, Sophie, Laurent, des moments du programme, si on retourne à la diapo avant, que ce soit la simulation, on a vu vos sourires, ou que ce soit des cours au choix qui vous ont marqué, peut-être un petit mot par rapport à votre expérience d'apprentissage, des cours qui vous ont été utiles, agréables, bref, libre à vous d'en parler comme vous le souhaitez. Donc, je vais commencer avec Sophie, au temps partiel. Oui, ben, mon sourire pour la simulation d'accueil, c'est que vous allez voir là, si vous vous rendez jusque-là, mais ça part assez raide avec la simulation. Donc, on brise la glace assez efficacement avec ça, puis ça donne vraiment un avant-goût pour toute la suite du programme, j'ai trouvé.
Mais sinon, pour ce qui est des cours, en fait, pour mon parcours personnel, là, je suis chef marketing chez Lucila, mais au départ, j'avais fait un baccalauréat en sciences de la santé, en nutrition pour être exact. Donc, pour moi, tout le milieu des affaires ou les principes de gestion, c'était assez nouveau, puis je suis vraiment venue chercher des compétences pour combler les lacunes que j'avais eues avec un parcours plus scientifique, disons. Euh, Puis pour reprendre quelque chose qu'une de mes collègues de classe du MBA avait dit là, à la fin du programme dans le cours changé, pour elle, puis je trouve que c'était très bien imagé, mais c'est comme si le MBA s'en enlève les œillères. Donc, on dirait qu'après, on voit tout vraiment plus clairement, puis on comprend les enjeux. Oui, dans un contexte professionnel, mais dans un contexte de société, je trouve qu'en tant que juste citoyen, toutes les connaissances qu'on vient chercher, puis les apprentissages, les codes, on apprend tellement de choses sur tellement de sujets différents que je trouve qu'à la fin du programme, on voit tout vraiment plus clairement, puis on fait des liens entre différents concepts. Puis pour moi, c'était ça qui était le plus utile. Donc, en termes de cours, des cours de finance, de gestion des mégadonnées, de microéconomie, macroéconomie, tout ça, pour moi, ça a été super enrichissant, puis ça a vraiment, j'ai découvert énormément de choses dans le programme. Merci. Donc, je te lance la balle. Merci. Ben, d'abord, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Sophie. C'est tout à fait vrai. Moi, j'ajouterais peut-être en complément qu'il n'y a pas un programme de MBA, en fait. Il y a le programme de MBA que vous voulez bien bâtir. Oui, il y a un tronc commun, puis on passe par une série d'étapes qui forment les gestionnaires qu'on devient ensuite. Mais après, il y a toutes sortes de façons d'atterrir là où vous voulez atterrir. Tu sais, Sophie racontait son histoire, la mienne est complémentaire. Moi aussi, je ne venais pas du monde des affaires. Je le couvrais à titre de journaliste. Et le MBA aura été un tremplin pour pouvoir faire autre chose. Aujourd'hui, le défi HEC ou le projet de consultation, j'en fais tous les jours. Je suis consultant. Donc, ça a vraiment changé ma vie au sens où ça m'a permis d'atterrir là où je suis aujourd'hui. Mais j'ai choisi un tronc dans les cours au choix qui m'ont amené là aussi. Il y a des cours sur la consultation, il y a des cours sur la stratégie d'entreprise. Vous ferez bien le programme que vous voudrez avec l'ensemble de tout ça. Puis, les profs sont pour beaucoup aussi. Il y a un de mes anciens profs qui disait qu'une université, c'est une bibliothèque avec des profs autour qui ont pour objectif de nous y amener. Ben, il y a un peu de ça aussi dans l'expérience que vous allez vivre. Les profs qui sont eux-mêmes soit impliqués dans le monde des affaires, qui collaborent, qui contribuent ou qui l'étudient depuis longtemps, enrichissent beaucoup notre expérience. Tu sais, je pense qu'un des points forts d'HEC, c'est d'avoir réussi à trouver le juste équilibre entre de la théorie qui est vraiment groundée dans la vraie vie, puis des professionnels qui ont les deux mains puis les deux pieds dans le monde des affaires au quotidien aussi. Intéressant ce que vous dites, juste sur les profs. Et j'aime bien le point de Laurent. Du côté prof, HEC, c'est une grande école. Hein? On peut enseigner dans beaucoup de programmes. Les profs au MBA, habituellement, sont des engagés et des passionnés. On a choisi d'y être. Et de vraiment se lancer. Donc oui, tout le monde est connecté d'une façon ou d'une autre au terrain, des entrepreneurs, des conseillers. Donc oui, l'engagement y est, ça c'est clair. D'ailleurs, les profs ne sont pas là juste dans vos cours. Hein. Vous pouvez les accrocher très facilement en dehors des cours. C'est pourquoi on mise souvent sur des enjeux de présentiel, même dans le temps partiel hybride. Ça prend des moments où on peut réfléchir, on peut discuter avec les profs autour du programme. Point sur lequel j'aimerais rebondir aussi de Sophie sur les cours et tout l'horizon que le portrait peut, l'horizon que le programme peut présenter. Et peut-être que vous êtes habitué à des programmes aussi sur des sessions en 12 semaines où il y a 12 à 13 cours. Le MBA, ce n'est pas des 12 semaines. Hein. On n'a pas le temps de rentrer en théorie pendant 6 semaines et ensuite 6 dernières semaines pour appliquer. Ce sont des cours de 6 séances. Donc, très court, au temps plein, c'est en quelques semaines, c'est terminé, un cours, on passe au prochain. Donc, des 6 séances. Le but ici, c'est vraiment d'avoir un bagage le plus large, le plus solide possible pour avoir un impact comme dirigeante dans le monde des affaires au Québec, au Canada, voire au monde. Donc, des 6 séances et c'est tout, on passe au prochain. Donc, ça peut répondre en même temps à des questions. Merci.
Donc, je vais répondre à une question qui est peut-être présente et qui revient souvent en séance d'information. Sophie, Laurent, vous venez tous les deux de milieux qui ne sont pas le milieu des affaires et votre formation antérieure n'est pas celle-là. Mais il y a beaucoup de gens, il y a quand même 30 de nos étudiants qui viennent des bacs en administration des affaires et qui nous posent la question, oui, mais revoir les fondements quand j'ai déjà un bac, ça veut dire quoi? En fait, ça reste tout à fait pertinent. C'est sûr qu'on ne changera pas la base de la comptabilité, les États restent les États, peu importe le programme, mais c'est qu'on amène ça à un tout autre niveau avec la participation des étudiants au sein des classes, mais aussi avec la vision transversale des apprentissages. Donc, c'est pas que l'apprentissage des finances pour être un expert en finance, mais plutôt pour acquérir le vocabulaire, pour être en mesure de parler avec l'ensemble des joueurs dans une entreprise ou dans une organisation, pour faire comprendre le message à tous. Donc, c'est une vision de haut niveau stratégique qui permet d'acquérir le vocabulaire. Donc, c'est ça, c'est un peu ce que tu disais, Sophie, par rapport aux œillères. Excuse-moi, ce mot-là est toujours un défi, mais c'est une vision très, très large du fonctionnement de l'industrie. Alors, ça reste tout à fait pertinent pour des gens qui ont fait des études en affaires avant de faire le MBA. Alors, justement, on a parlé tantôt, on passe à la prochaine diapositive. Pardon? Excuse-moi, Annick, mais c'est un très bon exemple sur ce point. Par exemple, vous avez déjà un background en finance et vous voulez vous lancer dans le MBA. Ben, c'est sûr que dans le cours de finance, vos coéquipiers vont adorer, hein? Mais votre leadership va être important à développer pour résoudre les enjeux qui sera dans l'étude de cas ou dans le vrai entrepreneur, dans la vraie dirigeante qui sera en classe. Donc, on va compter sur vous. Mais dans le cours de marketing, si c'est moins votre truc, là, par contre, beaucoup plus d'apprentissage de contenu et plus difficile aussi pour aller chercher le challenge au niveau leadership dans l'équipe pour apporter votre valeur quand c'est moins peut-être votre spécialisation. Donc, n'oubliez pas, en 6 cours, c'est terminé, on passe au prochain cours. Donc, nos forces passent rapidement et nos points d'apprentissage arrivent aussi rapidement. Donc, ce rythme-là peut permettre de, je pense, donner une opportunité à tout le monde, peu importe sa formation de départ. Mais bon, excuse Annick, je t'ai coupé. Non, pas du tout, c'est exactement ça. On a parlé des profs, on a parlé des cours, on passe à la prochaine diapositive qui est en fait la composition des cohortes au MBA. Donc, c'est un cheminement en cohorte. Et cet aspect-là de l'expérience étudiante n'est pas négligeable du tout. Qu'on soit à temps partiel ou qu'on soit à temps plein, une grande partie des apprentissages se passe à travers les étudiants qui se retrouvent avec nous dans notre cohorte et par la suite dans nos équipes. Sophie t'a parlé de la simulation et la rencontre de la première équipe, mais cette équipe-là nous suit pendant les premiers cours et a une importance dans l'expérience d'apprentissage. Kevin, comme tu disais, la personne experte en finance va contribuer à notre apprentissage, mais dans d'autres cours, on va peut-être être la personne qui est plus dans une position d'apprentissage auprès de nos collègues. Donc, il y a énormément d'efforts et on se fait féliciter à tous les ans, en fait, de cet effort-là, de faire un processus d'admission qui permet de diversifier la cohorte au sein du MBA et c'est ça qui contribue à l'apprentissage. Alors, vous avez ici le portrait d'une cohorte et je précise bien une cohorte parce que chaque cohorte, elle est différente. Ça, c'est l'exemple d'une cohorte à temps partiel où on a l'âge moyen de 32 ans, 8 ans d'expérience d'expérience de travail, 8 ans d'expérience de travail, qui contribue énormément à la discussion parce que toute cette expérience-là va contribuer à l'apprentissage et aux études de cas, par exemple, toute la réflexion qu'on peut avoir, mais aussi une belle variété de pays représentés et de secteurs d'activité représentés. Alors, les gens, comme Sophie le disait, elle venait de la nutrition, elle était dans cette industrie-là avant, tandis que d'autres, Laurent qui était journaliste, il y a des gens qui viennent d'un peu partout et ça contribue à l'expérience de l'apprentissage. J'attends juste ma prochaine diapo, pour passer au prochain point. Donc, pas négligeable du tout. On déménage au centre-ville. Donc, Sophie, Laurent, vous avez fait le parcours sur Côte-Sainte-Catherine en présentiel. Sophie, en partie en ligne également avec la COVID, c'est ça. Un petit peu sur Côte-Sainte-Catherine et le reste en ligne. J'ai vu énormément de questions par rapport à ça tantôt dans la discussion. Donc, le temps plein reste en présentiel à 100%. Le temps partiel, cependant, dès l'automne 2022, vous aurez le choix de demander de faire un programme 100% en présentiel ou de le faire en mode hybride, c'est-à-dire des cours en ligne, mais aussi certains cours en présentiel. Le format qu'on a pris en ce moment est un format où les cours le soir se font à distance et le samedi se fait en présentiel. On continue à évaluer les façons de faire par rapport au mode
hybride pour les admissions à l'automne 2022 qui vont se faire. Tout s'annonce pour septembre 2022 au centre-ville. Alors, vous voyez ici l'image. Pour ceux qui travaillent déjà au centre-ville, vous avez peut-être vu la construction. Elle a pris forme. On est presque à la dernière étage au niveau de l'enveloppe. Et là, il restera que la finition au cours de l'hiver pour le déménagement au centre-ville. Alors, le MBA, pour ceux qui se posent la question, sera à 100% à ce moment-là au centre-ville. Alors, l'expérience étudiante. Et là, vraiment, je vais vous laisser la parole, Laurent et Sophie. Vous êtes les mieux placés pour parler de ça. Tous les deux, vous avez été très impliqués au sein de vos études. Laurent t'a déjà dit un mot par rapport au MBA, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà des cours. Alors, je vous laisse la parole pour parler de comment l'expérience étudiante, donc comment votre implication. Laurent, je t'ai même en image dans la présentation, j'ai juste remarqué. Donc, peut-être vous laisser la parole tout de suite par rapport à comment cette expérience-là a défini votre parcours. Sophie, veux-tu y aller? Je te laisse y aller. OK. Alors, moi, je faisais partie effectivement de l'association. Il y a deux façons là, de faire partie de l'association. Soit vous êtes élu par vos pairs en début de cohorte. Je pense que ça doit toujours être comme ça, Annick. Tu me diras si je dis des énormités, là. Oui. Ou vous vous impliquez de manière non élue à titre de directeur. Je m'occupais des relations avec la communauté d'affaires, notamment. Donc, ça a été très utile pour moi. Moi, je m'étais donné comme objectif pendant cette année-là de rencontrer le plus de gens de différents milieux parce que la carte étudiant MBA donne accès à toutes sortes de gens qui, on pourrait penser inaccessibles, mais quand on a la belle excuse de vouloir apprendre puis de vouloir rencontrer des gens intéressants, bien, ça ouvre des portes inimaginables. Donc, je l'ai utilisé. On a organisé de belles rencontres avec des hauts dirigeants. C'est aussi un des avantages du MBA, c'est qu'on peut avoir accès à des personnalités qui vont venir nous raconter leur expérience, pas dans un contexte de conférence avec 1000 personnes, mais dans un format très intime à 20, 30 étudiants. Donc, ça permet d'avoir des conversations assez profondes avec des gens qui ont beaucoup de responsabilités. Les compétitions de cas, moi, j'en ai pas fait, donc je ne pourrais pas donner mon avis là-dessus. Le défi RSA, c'est extraordinaire. C'est un défi qui est né il y a quelques années, dont HEC est l'hôte, et on reçoit des universités d'un peu partout dans un défi de responsabilité sociale d'entreprise. Le stage en fin de programme, ce que vous voyez là, la photo, là, c'était le stage de consultation en fin de programme. De mon côté, ça m'a donné une job. Donc, c'est quand même une preuve du succès. C'était chez Énergir, là, la photo que vous voyez ici. Puis ensuite, c'est devenu mon emploi post-MBA. Je ne sais pas si ça donne une idée, là, mais il y a toutes sortes de choses, effectivement, autour des cours. Oui, puis pour compléter, peut-être du côté du temps partiel, parce que c'est quand même un peu différent. Là, on a un emploi à temps plein qui nous occupe pour la plupart pendant la journée. Donc, si vous avez la chance d'avoir un horaire un peu plus flexible, c'est peut-être possible s'il y a encore des activités qui se déroulent en virtuel. C'est sûr que toutes les conférences et tout ça, les étudiants en temps partiel sont toujours invités à participer. Mais nous, ce qu'on faisait, en fait, moi aussi, je m'impliquais un peu dans l'association. J'étais représentante de notre cohorte temps partiel. Puis, on faisait beaucoup d'activités pour notre cohorte. On avait pris l'initiative de développer certaines choses juste pour nous. Par exemple, on avait fait une tournée des vignobles à l'automne, fait que c'était très le fun. On avait un club de course qu'on faisait les samedis après les cours. On participait à des 5 à 7, des choses comme ça. Puis aussi, en termes de gestion d'horaire, puis le fait que c'est un défi, puis que c'est un grand engagement, pour moi, de rendre le MBA le plus fun possible pour moi-même, mais aussi pour mes collègues de classe. C'était comme un peu ma petite mission dans le MBA. Donc, je vous invite les temps partiels à prendre des initiatives, à créer des projets, des activités. C'est ça qui rend le tout encore plus riche, je trouve. C'est tout ce qui est parascolaire autour des cours. Ouais, puis si tu me permets, j'ajouterais juste une petite chose, Annick et Kevin. Les gens qui forment le programme, nos collègues, c'est extraordinaire les liens qu'on bâtit avec ces gens-là sur une année ou sur 2 ans, pour ceux qui font le programme à temps partiel. Les gens que vous voyez sur la photo, c'est des amis. Il n'y a rien de fake là-dedans. Là.
j'ai développé des liens plus solides avec ces gens-là qu'avec bien des gens que je connais depuis 10-15 ans. Fait que, tu passes à travers tu vas dans les tranchées avec ces gens-là. C'est profond là, ce que tu réussis à développer comme lien. Puis c'est une des choses pour lesquelles moi je suis le plus reconnaissant du MBA. C'est j'ai des clients parmi mes anciens collègues. Fait que tu développes toutes sortes de liens aussi. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Moi, l'hypothèque que j'ai eue pour ma maison, c'était à travers un collègue de classe. Fait que quand on parle de développer notre réseau de contacts, c'est vraiment tangible, c'est super concret. Puis c'est drôle parce qu'on voyait dans le questionnaire du début, là, le petit quiz, que c'était une minorité de personnes qui avaient choisi d'élargir son réseau de contacts. Je pense que c'était 18% des gens. Mais c'est vrai que c'est une des choses qu'on est tous d'accord en terminant, que ça a été un des éléments les plus bénéfiques du programme, c'est les liens qu'on a créés à travers la classe. Donc, c'est important. Merci à vous deux, c'est parfait. On parle justement de la cohorte comme étant des amis, comme étant une grande famille, mais en effet, ça devient aussi un réseau d'affaires, dans le sens que à partir, je sais, juste moi-même, même si ça fait déjà 10 ans, il reste que j'ai des contacts à travers toutes les industries et à travers plusieurs pays également, et on reste en communication avec ces gens-là. Donc, on a une question par rapport à ce qu'on fait. On peut en tout temps communiquer avec ces gens-là, et j'irais jusqu'à dire communiquer avec n'importe quel MBA de HEC. Via LinkedIn, lorsqu'on dit « je suis MBA également », la réponse elle est souvent très rapide et très conviviale parce que ça reste une famille élargie, tous ces gens-là. Donc, ça fait partie de l'expérience du programme, c'est sûr. Il y avait des questions sur la grosseur des cohortes qui sont en lien aussi, à mon avis. Les cohortes sont environ entre 30 et 40 personnes donc, qui entrent. Et notre point, c'est de faire très attention à l'admission. Donc, comme vous avez vu peut-être, l'admission vous demande beaucoup de documents et de tests. Et justement, on fait attention à qui on entre. Vous avez vu la moyenne d'ancienneté, 8 ans. Donc, pour créer ce réseau, créer cette force, ce collectif de frappe en sortant d'ici, bien entendu, vous êtes sélectionné, j'aime bien dire, vous êtes sélectionné à la main, en fait, dans le programme. Ce n'est pas une question de critères clairs ou une machine vous présélectionne d'avance. On lit les dossiers, les équipes sont façonnées aussi à la main pour créer ce genre de résultats et pour être capable de mélanger un peu les professions, les expertises des profils de chacun pour avoir ce résultat-là au bout de la ligne. Oui, tout à fait. On finit souvent avec cette image-là parce que c'est une des activités, c'est les MBA Games, en fait, qui mélangent les temps partiels et des temps pleins sous une compétition qui est à la fois sportive, un peu le party et aussi des compétitions, en tout cas. Donc, on aime bien terminer sur cette photo qui illustre, si on veut, l'expérience. Mais je voudrais laisser la parole à Sophie Laurent. On vous a posé des questions, mais si vous étiez dans la salle, je ne sais pas si vous avez fait des séances d'information, en fait, quand vous étiez dans le processus de réflexion, mais parlez-nous de pourquoi est-ce que les gens qui sont avec nous aujourd'hui devraient considérer ce programme-là et surtout pourquoi considérer ce programme-là ici à HEC Montréal? Je vais commencer avec toi, Sophie, si tu permets de répondre à cette question-là. Pourquoi le MBA? Pourquoi le MBA de HEC Montréal? Pour être honnête, moi, j'avais appliqué seulement à HEC, donc on dirait que c'était comme vraiment un automatisme pour moi. Je pense qu'avec la notoriété de l'école et du programme, ça allait de soi. Puis le fait que c'était offert en français aussi. Mais je me rappelle, oui, moi, j'étais venue à une séance d'information qui était en présentiel il y a quand même un bon moment. C'était avant même de faire mon GMAT et toutes les étapes d'admission. Puis, je me rappelle que justement, vu que je n'avais pas beaucoup de background en affaires, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Puis, c'était comme, je me sentais comme un peu le mouton noir. Puis, je me disais, voilà, ça va être donc bien difficile d'être avec des gens qui vont tous connaître les notions de base de finance, de tout ça. Puis, moi, je vais arriver, puis je ne saurais rien. Mais au contraire, comme je pense que encore plus, j'avais ma place là parce que ce que le HEC essaie de créer avec les cours d'MBA, c'est une multidisciplinarité puis des expériences dans plein d'industries différentes. Puis c'est ça qui fait que c'est tellement intéressant. Justement, on veut éviter d'avoir tout le même profil dans la classe parce qu'après ça, c'est beaucoup moins riche en apprentissage. Donc, tout ça pour dire que si vous hésitez, cessez tout de suite et je pense que tout le monde a sa place. Puis, je m'adresse ici en voyant les statistiques. Il y a quand même moins qu'un tiers de femmes là, dans les cohortes. Puis, ça, je ne sais pas si ça a rapport avec le fameux syndrome de l'imposteur, mais je vous encourage vraiment, mesdames, à appliquer en grand nombre là, parce que c'est vraiment un programme utile
concret puis qui peut vraiment déboucher plusieurs opportunités professionnelles. Donc, voilà. Merci. Moi, j'étais déjà à HEC, mais j'étais dans une maîtrise, la maîtrise scientifique, la MSc. Puis ça faisait une session, je pense, puis je sentais que je n'étais pas à ma place, honnêtement. Je sentais que que c'était pas le programme pour moi. Alors, je suis allé rencontrer Annick à ce moment-là, puis ça a été évident que c'était un programme qui fitait plus avec ce que j'avais envie d'apprendre, en fait. Donc, j'avais envie d'être en immersion. J'avais envie d'être avec des gens qui étaient tout aussi engagés que moi dans le processus et j'ai été bien servi. Et je dirais, tu sais, si tu posais deux questions, pourquoi le MBA puis pourquoi HEC? Pourquoi le MBA? Si vous cherchez un tremplin ou si vous cherchez une façon de vous réorienter, je pense que c'est une des meilleures décisions qu'on puisse prendre. Pas juste pour, oui, OK, vous allez apprendre toutes sortes de patentes, c'est vrai. Puis Annick et Kevin, vous ne m'aimerez pas, mais je veux dire, le 3/4 de ce qu'on apprend au MBA, oui, il nous reste, mais ce qu'on retient fondamentalement, c'est qui on est. C'est comment ça nous change en tant qu'individu. Alors, si vous êtes à la croisée des chemins, peu importe la vie dans laquelle que vous menez en ce moment, et que vous cherchez une façon de prendre un petit pas de recul pour mieux avancer, moi, ça a changé ma vie à bien des égards. Pourquoi HEC? Je ne me suis jamais posé la question, honnêtement. C'était évident pour moi que c'était aussi à HEC que j'allais faire le programme. On est cheesy, Sophie et moi, mais donc, c'est la vérité. On est fans. Cela dit, je me suis impliqué au sein de l'association des MBA, donc avec l'ensemble de la communauté, que ce soit Concordia ou que ce soit des hôtels et les autres. Puis, sans pouvoir dire que je vois une différence, ce serait malhonnête de prétendre ça. Mais je pense qu'il y a un niveau de professionnalisme puis un niveau de sérieux qui est accordé par HEC envers son programme de MBA qui transparaît dans l'industrie. En tout cas, moi, je pense qu'il y a quand même des avantages certains à le faire, là. Merci. Et en fait, Laurent, Kevin et moi, on t'aime quand même si tu as dit ça, parce qu'en fait, autant on croit à l'enseignement des fondements, la création de la pédagogie du programme insiste aussi sur le développement du leadership et de la personne. Alors, tu viens juste de dire ce qu'on dit toujours, mais c'est plus sincère venant de toi, que c'est un programme transformateur. Et oui, des fois, je dis que c'est un peu quétaine qu'on le dise, mais ça transforme une vie, ce programme-là. C'est pas que un programme d'études où on sort de nos classes avec la théorie qu'on a appris, mais plutôt un changement personnel en lien avec ces apprentissages-là. Donc, on t'aime toujours, Laurent, c'est bon. Alors, très rapidement, en conclusion, beaucoup d'occasions pour faire de l'expérientiel. Le projet de consultation, on en a parlé, le défi Creative Destruction Lab, qui en fait est un accélérateur pour des entreprises, des startups en intelligence artificielle. Alors, c'est un programme qui va bien au-delà de la théorie pour mettre en œuvre la pratique. Des exemples de projets, j'ai vu quelqu'un tantôt dans la discussion parler de la liste d'entreprises qui fait affaire avec nous. C'est sûr que cette liste-là, elle est exhaustive, mais voilà devant vous quelques exemples de projets. Alors, ça passe par la logistique, l'approvisionnement, ça peut être stratégique en marketing, une série de projets qui vous permettent de mettre en œuvre les apprentissages tout au long du programme. Des exemples, encore une fois, d'occasions qui se présentent à vous au sein des études. Ici, l'image d'un campus international. Alors, évidemment, dans les 2 dernières années, on n'a pas pu faire les voyages qu'on faisait auparavant. Ici, on voit le Japon, voyage au Japon, qui est un cours au choix lorsqu'on tombe dans la période des cours au choix, vous permettant de voyager à travers le monde et rencontrer, en fait, des personnes dans le milieu des affaires pour bonifier un peu vos apprentissages au niveau des affaires internationales via l'expérientiel.